Fonte des glaces. Montée des eaux. Gigantesques vagues destructrices s'approchant des côtes. Il ne s'agit pas ici des gros titres ayant fait récemment la une de l'actualité, mais de faits attestés se rapportant à notre lointain passé préhistorique. À l'âge de pierre, l'Europe du Nord était un endroit paradisiaque. Ici est née une culture qui allait révolutionner le monde. Mais cette époque a aussi été marquée par de grands changements climatiques. L'élévation du niveau des eaux a modifié le paysage, les mers rognant de plus en plus sur les terres. De tout temps, l'idée d'un monde disparu sous les eaux a été la source de nombreuses légendes. Mais aujourd'hui, des scientifiques redécouvrent cette terre engloutie. Ils reconstituent la vie des hommes qui ont vécu et sont morts ici, dans l'Atlantide de l'âge de pierre. Le soleil ne s'est pas encore levé sur la mer du Nord que déjà les pêcheurs hollandais sont à l'œuvre. Les chalutiers draguent les fonds marins et capturent toutes sortes de poissons plats dans leurs filets. Mais ils ne remontent pas que du poisson. Le fond de la mer est jonché d'ossements préhistoriques. Un homme surveille de près chaque prise. C'est Dick Moll, expert en paléontologie, la science des êtres vivants ayant existé au cours des temps géologiques et qui est fondée sur l'étude des fossiles. Les paléontologues essaient de faire comprendre aux pêcheurs que ces ossements sont très importants. En effet, ils nous permettent d'avoir une idée plus précise de ce à quoi devait ressembler l'environnement il y a des milliers d'années. Chaque fois que les pêcheurs ratissent le fond de la mer, ils sont sûrs de trouver des ossements. Parfois, ce sont des os de baleines ou de dauphins, mais la plupart du temps, ils appartiennent à de grands animaux comme le bison, le rhinocéros ou le mammouth laineux. Ce ne sont pas des mammifères marins, mais des mammifères terrestres. Ce qui prouve bien que jadis, cette zone était occupée par les terres. Là où il y a maintenant la mer, il a dû y avoir autrefois une grande plaine herbeuse. Et à en juger par les ossements que remontent ces pêcheurs dans leurs filets, ce devait être une plaine fertile, abritant vraisemblablement beaucoup de créatures différentes, dont nous, les hommes. Regardez, voici quelque chose de très intéressant. C'est une partie d'un os de pied d'un bœuf sauvage. Regardez ce trou en haut ici. Ce n'est pas un trou naturel. On dirait qu'il a été fait exprès. Aucun animal sauvage ne fait des trous dans les os comme ça. C'est sûrement un homme qui l'a fait. Une hache de pierre. Un outil façonné sur le modèle d'une ramure. Un artefact décoré d'entailles complexes. Tous ces objets ont été récupérés au fond de la mer du Nord. Et parfois, les filets remontent les restes des gens qui ont fabriqué ces artefacts. Des hommes qui vivaient il y a entre 8 et 12 000 ans, à l'époque du Mésolithique, en plein âge de pierre.
De toute évidence, des Européens peuplaient ces lieux alors que c'était encore la terre ferme. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui les avait poussés à venir ici? Jusque récemment, il était impossible de répondre à ce genre de questions. L'idée d'un monde perdu sous la mer était pure spéculation. Pendant des siècles, les eaux des marais ont ramené à la surface de vieilles souches d'arbres, auxquelles on a donné le nom de bois de Noé, et que l'on croyait être des reliques du déluge biblique. Il s'agissait en réalité de vestiges d'une grande forêt qui couvrait autrefois le bassin de la mer du Nord. Le géologue anglais Clement Reid a été le premier à se rendre compte de cela. En 1913, il établit une carte sur laquelle l'Angleterre apparaît non pas comme une île, mais rattachée au reste de l'Europe. Cependant, tout reposait sur des hypothèses. Personne ne savait vraiment à quoi ressemblait ce monde englouti. Et comment aurait-on pu le savoir puisqu'il était sous la mer ? Mais en 2001, des archéologues de l'université de Birmingham émettent une riche idée. Ils proposent de se tourner vers une autre source d'information. Et quelle source? Pour tenter d'en apprendre davantage sur le fond de la mer du Nord. Le boom des années 1970 a attiré des compagnies minières qui se sont implantées dans la région et ont commencé à explorer les fonds marins en quête de gisements de pétrole. Grâce à la technologie sismique, elles pouvaient déterminer la composition des sédiments à grande profondeur et, à partir de ces données, décider de l'emplacement de nouveaux sites de forage. Puis, une fois qu'elles avaient servi, les données étaient stockées dans un coin. C'est alors que Vince Gaffney et ses collègues tentent de les emprunter en s'adressant au bureau d'études PGS. Il faut être lucide. Si vous frappez à la porte d'une grande compagnie pétrolière et que vous leur demandez d'avoir accès à des données d'une valeur de plusieurs millions de dollars pour explorer une région sous-marine dont ils n'ont jamais entendu parler, il y a de fortes chances qu'ils se montrent circonspects. Néanmoins, PGS a accepté de nous fournir les données de 6000 km² sur lesquelles nous avons travaillé sans relâche. Et il nous a fallu relativement peu de temps pour voir apparaître sur les écrans de nos ordinateurs les images des premières rivières paléolithiques. Celles-là même qui coulaient il y a 8000 ans. C'est comme s'aventurer en terrain totalement inconnu. Nulle part au monde, nous ne pourrions trouver de nouvelles rivières aujourd'hui. Pour ce faire, il faudrait aller sur Mars ou explorer l'espace. Et pourtant, c'est à ce genre d'expérience que nous nous sommes livrés. Vince Gaffney et son collègue Simon Fitch s'emploient à convertir les données sismiques en images de synthèse tridimensionnelles. Et apparaît alors, sous le sable et le limon du fond marin, un paysage composé de collines, de rivières et de vallées. C'est la première fois que l'on peut dresser une carte du monde englouti sous la mer du Nord. En abaissant le niveau de la mer de presque 100 mètres, on voit émerger une vaste étendue, de la taille de la Californie, entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Cette étendue porte désormais le nom de Doggerland, en référence au Dogger Bank,
le banc de sable situé à une vingtaine de mètres sous la mer du Nord. Au début de nos travaux, la plus grande partie du Doggerland était terra incognita. Et à la fin, c'était un nouveau pays d'Europe. Ce pays européen abrite des bandes de chasseurs-cueilleurs nomades. À cette époque, le Mésolithique, il n'y a pas encore d'élevage. Les populations du Mésolithique vivent en petits groupes de familles et campent dans les forêts. Elles se déplacent en fonction des migrations des animaux. Il y avait beaucoup de forêts, beaucoup d'animaux, toutes sortes de ressources que les groupes de chasseurs-cueilleurs nomades pouvaient utiliser à profusion. Ces populations jouissaient d'un environnement optimal. Les Européens du Mésolithique sont parfois présentés comme des gens rustres, n'ayant d'autres préoccupations que leurs moyens de subsistance. Mais en vérité, les archéologues ne savent pas grand-chose sur eux, car on a très peu de traces de cette époque. On peut pallier à cette absence de témoignages en reconstituant le passé à partir d'une réalité virtuelle. Eugene Chung est informaticien. Il n'a pas fait d'études d'archéologie. Tout ce que je savais de l'archéologie, je le tenais des aventuriers de l'Arche perdue. Alors autant dire que je n'y connaissais rien du tout. Mais dès que je m'y suis mis, ça m'a bien plu. Vince Gaffney demande à Eugene Chung de l'aider à visualiser Doggerland et lui donner vie. Ce paysage est vieux de 10 000 ans. Il est enfoui sous la mer du Nord et personne n'y a accès. Donc la seule façon de le visualiser, c'est de le recréer par ordinateur. En s'appuyant sur les récentes découvertes archéologiques et en utilisant des logiciels de jeu, Chung parvient à mettre au point une simulation virtuelle du Doggerland tel qu'il devait être à l'ère du Mésolithique. Les arbres et les plantes sont reproduits d'après des exemplaires botaniques du Paléolithique. Mais Chung ne veut pas se contenter d'admirer le paysage. Il veut aussi comprendre l'interaction entre les populations et leur environnement à cette lointaine époque. Et pour cela, il faut abolir les frontières entre le réel et le virtuel. Il y a un concept dans la réalité virtuelle qu'on appelle présence. Cela correspond à un état psychologique où on a vraiment l'impression d'être là. Ainsi, plutôt que d'être assis au bureau à regarder un écran virtuel, on a simplement l'impression de le visualiser. Et on peut très bien utiliser cette technologie en plein air, de façon à ce que tous les sens soient impliqués. Chung pense qu'il peut approcher au mieux la sensation d'être dans le Doggerland s'il arrive à sentir le sol, le vent et la température quand il se déplace dans sa simulation virtuelle. Dans le monde réel, on ne voit rien. Mais sur mon écran, on voit un feu de camp virtuel. Le feu brûle, il y a des flammes et de la fumée. Donc tout ce qui est virtuel est mêlé au monde réel. Mais j'ai poussé plus loin la technologie en créant un homme du Mésolithique. Le voici. Il s'appelle Stig. Et comme de toute évidence, il a besoin de compagnie, je lui amène une femme. Elle s'appelle Abla.
On va les rapprocher tous les deux du feu pour qu'ils aient bien chaud. Après avoir créé Stig et Abla, Chung place ces deux personnages dans son Doggerland virtuel et observe comment ils se comportent. Ce sont des avatars qui ont une vie et une pensée propre. Ils sont autonomes, ils se déplacent tout seuls. Ils prennent des décisions en fonction de certaines règles qui leur sont imparties. Par exemple, s'il fait froid, ils vont faire un feu. Et s'ils ont faim, ils vont chercher à manger. C'est à eux de s'adapter à l'environnement. Mais il y a un scénario auquel ils n'arrivent pas à s'adapter. Lorsque Chung fait monter le niveau des eaux, la Terre est inondée. Stig et Abla ne peuvent plus trouver suffisamment de nourriture. Et ils finissent par se laisser mourir. Il y a 10 000 ans, les populations du Doggerland ont été confrontées exactement au même problème. Le niveau des eaux a monté et le paysage s'est modifié. Est-ce qu'elles aussi ont cessé de lutter et péri, comme le prévoit l'ordinateur? Ou bien ont-elles trouvé un moyen de survivre? Au Mésolithique, de grands changements climatiques se produisent. La planète se réchauffe. Le niveau de la mer monte. L'avenir du Doggerland est lié à la couverture de glace qui a recouvert l'Écosse durant la période de glaciation. Cette énorme couverture, d'une épaisseur d'1,5 km en son centre, a façonné de profondes vallées ici, dans les Highlands. Elle retenait une telle quantité d'eau que le niveau de la mer était 100 mètres plus bas qu'aujourd'hui, permettant ainsi à des zones comme le Doggerland d'émerger au-dessus des vagues. Mais avec la fin de la glaciation, il y a 10 000 ans, les couvertures de glace ont commencé à fondre et l'eau s'est répandue alentour. La puissance de cette eau va créer d'immenses systèmes fluviaux. De grands lacs vont se former et se remplir très rapidement. Et pour finir, l'eau qui était jusque-là retenue sous forme de glace va être relâchée dans les océans. Partout dans le monde, le niveau des mers monte. En Europe, la mer du Nord engloutit peu à peu une partie du Doggerland. Chose plus grave, dans le même temps, la Terre est en mouvement. Pendant des milliers d'années, le poids de la glace a fait baisser la croûte terrestre. Mais maintenant que la glace fond, la Terre commence à retrouver son niveau normal. Les Highlands d'Écosse s'élèvent, tandis qu'au sud, tout s'affaisse, y compris le Doggerland. Non seulement le niveau de la mer s'élève rapidement, mais la terre s'enfonce, ce qui fait que le niveau de la mer s'élève d'autant plus. Les conséquences sont spectaculaires. La mer du Nord gagne 1 cm par an. Cela ne paraît pas énorme, mais quand on pense qu'à l'heure actuelle, le niveau de la mer s'élève d'1 millimètre par an, cela correspond à 10 fois plus.
et il suffit de quelques décennies pour que l'effet se fasse sentir. La seule preuve archéologique que nous ayons aujourd'hui de l'existence de populations sur le Doggerland nous vient de ces chalutiers de la mer du Nord qui, toutes les semaines, remontent à la surface des ossements et des artefacts datant de l'âge de pierre. Malheureusement, les archéologues ne peuvent pas faire de fouilles. Cette zone recèle tellement de richesses archéologiques et paléontologiques que nous aimerions beaucoup pouvoir la sonder et mener des fouilles sous-marines. Mais c'est pratiquement impossible. La mer est très profonde et il n'y a pas de visibilité. Il existe cependant une autre solution. Les archéologues pensent que la mer Baltique, au sud de la Scandinavie, est si proche de la mer du Nord que les populations qui s'y sont développées devaient avoir le même genre de vie que celle du Doggerland. Au Mésolithique, une grande partie de la Baltique était de la terre ferme. Mais ici, les eaux sont plus claires et moins profondes, donc plus faciles à fouiller. Depuis 2 semaines, des plongeurs s'activent dans la baie de Tussehey, près du pont de Storebælt, le plus grand pont suspendu d'Europe. C'est le Danois Jørgen Denker, archéologue marin de tout premier ordre, qui dirige les fouilles. D'habitude, il s'occupe plutôt des épaves de bateaux, mais l'idée de découvrir un site du Mésolithique l'a séduit. Une épave, cela fait 15 à 30 mètres de long et 9 mètres de large. Point. Vous savez exactement où il faut fouiller. Tandis qu'avec ce puzzle du Mésolithique, il faut beaucoup de temps pour découvrir l'emplacement des différentes activités sur le site, l'endroit où se trouvaient les lieux de sacrifice ou les habitations. Les sites mésolithiques peuvent s'étendre sur près de 3 km². Et pour l'instant, l'équipe de Denker a tout juste fouillé 0,5% de cette surface. Autant dire qu'il leur reste des années de travail avant d'arriver à reconstituer ce puzzle. J'ai beau travailler depuis 33 ans sur des sites immergés de l'âge de pierre, je suis toujours stupéfait quand je trouve quelque chose de nouveau. C'est fantastique. Afin de mieux saisir la signification des restes éparpillés à Tussehey, Denker rassemble une équipe internationale de plongeurs. Parmi eux, l'archéologue américain David Robinson. La meilleure comparaison que l'on puisse faire, c'est avec une scène de crime, où les enquêteurs cherchent à reconstituer les événements en fonction de l'emplacement des différents indices. Et nous, en tant qu'archéologues, nous fonctionnons de la même façon pour tenter de reconstituer le mode de vie des gens qui vivaient ici. La surface du fond marin est nettoyée à l'aide d'aspirateurs spéciaux afin que les archéologues puissent avoir accès aux artefacts enfouis dans les sédiments. Des pièces faites de bois ou d'os, qui résisteraient peut-être des centaines d'années sur Terre, se sont conservées pendant des milliers d'années sous l'eau, enfermées dans la boue épaisse de la Baltique. Ici, un morceau de ramure, sculpté par un outilleur du Mésolithique. Et parmi les déchets alimentaires, ce bout de crâne d'un bœuf sauvage. Les restes d'un repas mésolithique. Sur le fond marin, il y a moins d'oxygène, moins de lumière, et les températures sont plus basses. Par conséquent, les artefacts sont mieux conservés et nous restituent une image du passé bien plus fidèle que tout ce que l'on pourrait trouver sur Terre.
On a récupéré un crâne, un morceau de crâne d'animal, quelques os et des silex, des outils en pierre, des arêtes de poisson, des graines. Incroyable. Tout ce que les plongeurs remontent est passé au tamis, puis analysé par Jürgen Denker et ses coéquipiers. Nous avons ici un bout de poteau, taillé en pointe avec une hache en silex. S'il est encore en si bon état aujourd'hui, après 7, 8 ou 9 000 ans, c'est parce qu'il était recouvert de ce sédiment boueux et anaérobie. Toutes sortes de choses ont été repêchées ces dernières années dans les eaux du Danemark. Une pagaie en bois, une lampe à huile en argile, un petit hameçon avec un bout de corde encore attaché, et plus extraordinaire encore, des échantillons de tissu fabriqués à partir de fibres végétales. Ces textiles, parmi les plus anciens que l'on ait trouvés en Europe, n'auraient jamais pu se conserver aussi longtemps sur Terre. De telles découvertes obligent les archéologues à réécrire l'histoire du Mésolithique. Car apparemment, les hommes qui vivaient à cette lointaine époque étaient beaucoup plus avancés que les scientifiques l'avaient imaginé. Mais pendant tout ce temps-là, le niveau des mers continue de monter et la côte se rapproche, menaçant l'existence même du Doggerland. Cet entrepôt renferme un témoignage unique de la Terre immergée. Des milliers d'échantillons de sédiments, de sable et d'argile, extraits des fonds marins autour de la Grande-Bretagne. Et parmi ceux-ci, un échantillon du secteur sud de la mer du Nord, dans ce qui faisait jadis partie du Doggerland. Ce spécimen remarquable est un parfait témoin de l'avancée des eaux sur la Terre. Partout dans le monde, la fonte de la couverture de glace s'accompagne d'une montée des eaux. Et nous en avons la preuve ici. Cette zone sombre se trouve au-dessus du niveau de la mer. Mais elle n'y est pas restée longtemps parce qu'en fait, cette argile grise correspond au moment où la mer monte et commence à submerger de petits bras de rivière. C'est peut-être un jour d'orage. Tout d'abord, c'est juste une vague qui entre, mais pour finir, au fur et à mesure que la mer monte, c'est toute une zone qui est couverte par les boues. Elle s'étend jusque-là, en haut. Et on voit même qu'il y a de petits coquillages incrustés. On sait donc que la côte est arrivée sur le site. Il existe un lac au nord du Doggerland que les archéologues appellent le Outer Silver Pit. Ce lac apparaît sur les cartes que Vince Gaffney a élaborées à partir des études faites par l'industrie pétrolière sur les fonds marins. L'Outer Silver Pit était le cœur du Doggerland. C'était là que l'on pouvait trouver l'essentiel des ressources, c'est-à-dire de l'eau douce, du poisson et toutes sortes de choses. Un endroit parfait pour se rassembler et vivre quand on est chasseur-cueilleur. Ceci étant, nous avons de bonnes raisons de penser qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Avec la montée progressive des eaux de la mer du Nord, le lac se transforme en estuaire à fort courant. On voit des marques d'érosion là où les courants étaient suffisamment forts pour lézarder le fond de ce qui était autrefois le lac.
L'avancée de la mer est telle qu'elle va changer la nature même du Doggerland. Et ce sera un changement total et irrévocable. Les populations de l'âge de pierre du Doggerland voient leur monde bouleversé. Les terres de l'arrière-pays deviennent des zones côtières. L'eau douce devient saumâtre. Et les arbres, au contact du sel, dépérissent. Dans un tel environnement, l'avenir est plus qu'incertain. Quand vous entendez parler d'un changement aussi profond et à si grande échelle, vous ne pouvez vous empêcher de vous dire « Mon Dieu, quel désastre !» Effectivement, pour les gens qui vivaient dans cette région, cela a dû être un véritable problème. Mais d'un autre côté, ce changement leur a offert de nouvelles opportunités. Ils ont perdu une partie de leurs ressources, mais ils en ont trouvé d'autres à exploiter. Ce n'était donc pas qu'une catastrophe. C'était aussi une perspective d'avenir. C'est exactement ce que suggère l'archéologie. Les récentes découvertes dans les eaux du Danemark montrent que les populations du Mésolithique ne se sont pas retirées à l'intérieur des terres, mais qu'elles sont restées près des anciennes côtes. L'archéologue Anders Fischer pense savoir pourquoi. Il a établi une nouvelle théorie sur le mode de vie à l'âge de pierre. Selon lui, les populations du Mésolithique n'étaient pas tant de grands chasseurs que de grands amateurs de poissons. Si en dépit de la montée des eaux, ils ont choisi de vivre près du rivage, dans les bras de rivières ou les estuaires, c'est parce qu'ils y trouvaient de la nourriture à profusion. Jusqu'alors, nous pensions que les hommes vivaient principalement de la chasse. Mais à présent, nous savons qu'ils se nourrissaient principalement de poissons, et surtout de poissons de mer. Du poisson, encore du poisson, tous les jours, matin et soir. En analysant la teneur en carbone et en azote des ossements du Mésolithique, il est possible de savoir ce que ces gens mangeaient et à quel point ils dépendaient des ressources de la mer. À cette époque, près de 60% des apports en protéines venaient des poissons marins. On est loin de l'idée préconçue de l'homme préhistorique dépendant de la chasse pour survivre. Ici, sur la côte, il se nourrit des produits de la mer et met au point de nouvelles méthodes pour y parvenir. Le premier piège à poissons recensé date du Mésolithique. Il devait être très efficace puisque même actuellement, on trouve des modèles pratiquement identiques. Voici une reproduction d'un piège utilisé pour pêcher le long des côtes. Comme vous pouvez le voir, il est en forme d'entonnoir. Le poisson s'y engouffre et va jusqu'au fond, où il se retrouve coincé. Le pêcheur n'a plus qu'à retirer la corde ici et à sortir l'entonnoir de l'eau pour récupérer le poisson. L'archéologue marin Jörgen Denker a découvert récemment un vrai piège à poissons du Mésolithique sur le site de Tjutsehay. Bien qu'en mauvais état, l'objet est tout à fait identifiable. Il a été brisé par les vagues au Mésolithique.
Quand nous l'avons trouvé, il était éclaté en plusieurs morceaux. Il a été tordu dans ce sens, comme ça, et détruit. Par conséquent, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est juste les branches qui affleurent sur le fond de la mer. On distingue même les fixations en cuir attachées autour des branches, parfaitement conservées. Mais ce piège à poissons est trop fragile pour être remonté à la surface. Les chercheurs vont donc le laisser tel qu'il est, pris dans les sédiments, et se contenter de prendre quelques photos pour les archives archéologiques. On voit donc se dessiner une toute autre image du Mésolithique. Désormais, ce n'est plus la chasse qui prime, mais la pêche. Et les hommes cherchent à habiter près du rivage. Chaque nouvel artefact arraché au sédiment permet de mieux comprendre ce mode de vie côtier. Et des éléments indiscutables viennent renforcer les thèses des archéologues. De nombreuses populations indigènes de par le monde ont adopté le même mode de vie côtier. Tout comme les Européens de l'âge de pierre, elles vivent non pas de la chasse, mais de la pêche. Or, si elles ont réussi à se fixer et à développer des sociétés complexes, il y a de fortes chances que les Européens aient fait de même. La côte ouest de l'Amérique du Nord n'a rien à voir avec l'Europe de l'âge de pierre. Mais les îles Haida-Gwaii, au sud-est de l'Alaska, sont un bon point de comparaison avec le Doggerland tel qu'il était au Mésolithique. Le paysage harmonieux est fait de côtes et de collines, entrecoupées de larges bras de mer. Le mode de vie traditionnel s'apparente également à celui du Doggerland. Les Haïdas sont depuis la nuit des temps des chasseurs-cueilleurs côtiers, utilisant à peine plus que la technologie de base de l'âge de pierre. Et pourtant, ils ont été les artisans d'une culture de clans et de chefs qui était à la fois riche, importante et sophistiquée. À tel point qu'au XVIIIe siècle, lorsque les premiers explorateurs européens ont débarqué, ils n'en croyaient pas leurs yeux. On m'a raconté que les Européens sont arrivés ici en bateau à voile. Ils ont longuement regardé les gens en train d'aller et venir autour de ces grandes maisons avec des poteaux totémiques plantés tout du long. Et ils se sont dit, impossible que ce soit eux qui aient fait ça. Ils ne voulaient pas croire que ces hommes étaient capables de réaliser ce genre de choses. C'est tout de même insensé, non ? Si les populations côtières de Haida-Gwaii ont pu établir un mode de vie aussi riche, il n'y a pas de raison que les populations du Doggerland n'en aient pas fait autant. Toute société de chasseurs-cueilleurs dépend de ses réserves en nourriture pour prospérer. Et par chance, la nourriture a toujours été abondante dans les eaux autour de Haida-Gwaii. Nous étions des chasseurs-cueilleurs. Donc c'est dans la mer que nous allions cueillir notre nourriture. Et la mer regorgeait de saumon. C'est le saumon qui nous a permis de nous fixer quelque part. Nous n'avions pas besoin de chercher par monts et par vaux de quoi subvenir à nos besoins. Le saumon est une excellente source de protéines, d'acides gras et de vitamine D. C'est la nourriture de base sur la côte nord du Pacifique. Il y avait également du saumon dans les mers autour du Doggerland, mais aussi du flet, de la morue et des anguilles.
Les populations côtières du Mésolithique avaient un régime alimentaire très sain. Chaque fois qu'il sculpte un poteau totémique, l'artiste Jim Hart sacrifie aux traditions de son peuple en ajoutant un saumon au pied du poteau. Le saumon, c'est la base de toute notre existence, le fondement de notre culture. Et je le dessine sur le pied parce que pour nous, le pied du poteau, c'est la partie la plus importante du totem, la partie la plus forte. C'est ce qui nous maintient debout, qui fait ce que l'on est. Les poteaux totémiques font partie de la vie Haïda. Dans chaque village, il y avait des dizaines de totems différents en hommage aux chefs locaux. Seule une société bien nourrie pouvait se permettre un tel luxe. Pour les populations de Haïda, le bois est tout aussi important que la nourriture. La terre de Haida Gwaii produit des cèdres rouges géants. Et chez nous, les habitants de Haida Gwaii, cet arbre a toujours eu un rôle essentiel, aujourd'hui comme dans les temps anciens. Certains peuvent atteindre 3, 4, voire 5 mètres de diamètre. On les utilise pour faire des canoës, des maisons en longueur, des armes de guerre et même des objets sacrés. Tout vient du cèdre rouge. On découvre dans la forêt une autre trace significative du passé. Un canoë pas tout à fait terminé, sculpté d'un seul bloc dans un rondin avec des outils de pierre rudimentaires. Personne ne sait de quand il date exactement, ni pourquoi il a été abandonné. Mais sans doute a-t-il été construit pour que les pêcheurs Haïda puissent partir en mer, attraper davantage de poissons. À 7000 km de là, au Danemark, les fouilles sous-marines de Tutsehei se poursuivent. L'archéologue Jørgen Denker a découvert les restes d'un bateau en rondin, identique à celui de Haida Gwaii. Le bois est très tendre et il a été aplati. La plupart des plongeurs pourraient passer à côté sans se douter qu'il s'agit d'une partie d'un bateau en rondin. Après avoir analysé ce fragment, Denker pense que ce bateau, sculpté avec une grande précision, devait mesurer près de 10 mètres de long. Les parois faisaient moins de 2,5 cm d'épaisseur sur les côtés et environ 2,5 cm sur le fond. Tout cela entièrement taillé à la hache. Bien qu'ils utilisent des outils plus rudimentaires que les Amérindiens, les Européens de l'âge de pierre construisent des bateaux comparables à ceux des Haïda. Et avec ces bateaux, ils sont à même d'attraper plus de poissons, et donc de nourrir plus de gens. Tout comme à Haida Gwaii, les peuples qui vivent près des côtes au Mésolithique trouvent tout ce dont ils ont besoin dans leur environnement proche. Du poisson, du bois, ainsi que des roseaux pour construire des huttes. Et c'est en utilisant ces ressources qu'ils vont être capables de se fixer et d'établir leurs racines. Tandis que les chasseurs sont obligés d'effectuer des déplacements saisonniers, les pêcheurs peuvent choisir les endroits où ils vont s'installer de façon plus ou moins permanente. Bien sûr, il leur arrive d'aller chasser en forêt quand l'envie leur vient de faire un bon repas, ou d'aller cueillir quelques baies à la lisière du bois.
Mais comme ils tirent l'essentiel de leur subsistance de l'eau, ils vivent toute l'année près du rivage. Dès qu'une communauté se fixe quelque part, tout change. Les réserves de nourriture étant stables, le groupe s'agrandit. Et certains individus commencent à se spécialiser dans différents domaines. Celui qui est doué pour fabriquer des outils en silex consacre une grande partie de son temps à cette activité. Celui qui est bon chasseur se spécialise dans la chasse au cerf. Et ceux qui ont le coup de main pour ramasser le poisson s'adonnent à la pêche. Cette spécialisation facilite la vie quotidienne au sein de la communauté. Certains d'entre eux devaient aller chasser dans la forêt et revenaient avec un chevreuil ou un cerf sur l'épaule. D'autres, sans doute, partaient pêcher et ramenaient du flet ou du saumon. D'autres encore allaient ramasser des huîtres. Et ensuite, ils s'asseyaient en rond et ils préparaient un bon repas. Pendant ce temps-là, il y en avait d'autres qui fabriquaient des outils. Et je suis sûr que certains d'entre eux devaient très bien raconter des histoires. Autrement dit, ils s'amusaient bien. À vous entendre, c'était le paradis. Je le crois, oui. Absolument. C'est là un virage à 180 degrés dans la réflexion archéologique. On pensait jusqu'ici que le passage d'un mode de vie nomade à un mode de vie sédentaire s'était fait après le Mésolithique. Mais il semble que les populations vivant près des côtes s'y sont fixées dès cette époque, et ce, grâce à la générosité de la mer. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est dans les ordures que l'on trouve la trace de ce nouveau mode de vie. Aujourd'hui, le sud du Danemark s'enfonce lentement dans la mer, tandis que le nord du pays s'élève. Il s'agit d'une partie de l'Europe qui, comme les Highlands écossais, opère une remontée depuis la fin de la dernière glaciation. Ainsi, petit à petit, on voit émerger des zones côtières de l'âge de pierre. Ici, à Havneux, l'archéologue Søren Andersen a découvert un immense tas d'ordures, un dépotoir de déchets de coquillages amoncelés pendant des siècles. Les gens ramassaient les coquillages dans la mer. Ils les ramenaient sur le site, les mangeaient et ensuite ils les jetaient au loin. Imaginez que vous fassiez cela des milliers ou des millions de fois. Vous ne tarderez pas à voir se former un amas de déchets de plus en plus large et de plus en plus haut. Mais ces tas d'ordures du Mésolithique ne contiennent pas que des coquillages. Les archéologues y ont découvert des outils en silex, des ossements d'animaux et même du charbon de bois. Tous les débris de la vie quotidienne à cette époque. Apparemment, ces tas d'ordures n'étaient donc pas que des dépotoirs. C'était aussi l'endroit où l'on se rassemblait, où l'on préparait à manger et où l'on discutait. Les gens étaient assis autour, ils mangeaient, parlaient, discutaient de tout et de rien. Vous avez entendu parler de cette tribu là-bas où... j'ai aperçu il n'y a pas si longtemps un nouveau troupeau de cerfs rouges dans les bois, ou je ne sais pas quoi encore. Les choses de la vie, quoi. Il semble étrange que les gens aient pu être attirés par un dépôt d'ordures, car les produits de la pêche en décomposition devaient dégager une odeur pestilentielle. Mais de toute évidence, les tas d'ordures jouaient un rôle important au Mésolithique. On en a retrouvé un peu partout en Europe du Nord et le schéma est pratiquement chaque fois le même.
Ce qui est au départ un entassement de coquillages devient un site d'activité sociale, communautaire et même rituelle. Il existe un autre tas d'ordures similaire, à 2500 km au sud-ouest du Danemark, sur une petite île française, au large de la Bretagne. Aujourd'hui, Wedig est recouverte d'herbe. Mais sous l'herbe, il y a des millions de coquillages. C'est le site préféré de l'archéologue Gregor Marchand, un des plus grands experts français du Mésolithique. Alors pendant longtemps, le Mésolithique a eu mauvaise réputation, tout simplement parce que les réalisations matérielles étaient finalement de peu d'ampleur et les vestiges archéologiques étaient relativement limités. Or, à mesure que progressent les fouilles et les prospections, on se rend compte en fait de l'extraordinaire adaptation de ces peuples à leur environnement. Et notamment dans un environnement marin comme celui-ci. Alors par exemple, les coquillages servant à la fois d'outils, mais servant également de nourriture. Et puis le milieu marin plus généralement intervenant dans l'idéologie de ces populations. Saint-Just et Marc Pécard ont été les premiers à s'intéresser au tas d'ordures de Wedig au début des années 1930. Ils ont trouvé, enfoui parmi les coquilles, quelque chose de très surprenant. Plusieurs squelettes humains, encore intacts, dans des sépultures taillées à même la main d'ordure. C'était là la preuve d'un rituel élaboré, à savoir l'inhumation systématique des morts. Les Pécard venaient de découvrir par hasard un cimetière mésolithique, l'un des plus vieux cimetières du monde. Le cimetière était composé de 9 tombes, une ici, une par là, une autre ici, et puis un ensemble de tombes dans cet endroit. Chaque tombe était particulière, mais néanmoins, il y avait un rituel commun dans toute sépulture. Une fosse était creusée dans le niveau de déchets de cuisine, dans le niveau d'ordures. Dans cette fosse relativement petite, des pierres servaient d'encadrement aux défunts. Les squelettes du site de Wedig ont pour la plupart été retrouvés drapés dans des peaux de bêtes, tandis que les corps étaient recouverts d'un pigment naturel, l'ocre. Les sépultures étaient ensuite recouvertes de blocs de pierre. Et puis, de temps en temps, à côté de ces tombes, il y avait des foyers qu'on appelle foyers culinaires, autour desquels les gens venaient festoyer. Est-ce que c'était pour accompagner le mort dans l'au-delà, ou est-ce que c'était régulièrement pour fêter l'anniversaire de cette mort? On n'en sait trop rien. Le cimetière mésolithique apparaît vraiment comme le point d'ancrage de la société, à la fois comme un groupe, comme une collectivité, et puis comme un ensemble de familles qui se reconnaît comme tel au travers du temps. Située au large de la Bretagne, à 30 km de Wedig, se trouve la petite île de Tevieck, où les Pécard ont découvert une autre décharge. Et tout comme à Wedig, le tas d'ordures renfermait un cimetière. À part le fait que celui-ci était plus grand, rien ne les distinguait. Les deux communautés apparaissaient tellement semblables que les Pécard ont pensé qu'il ne s'agissait que d'une seule et même population, établie sur deux sites.
Mais l'archéologue Rick Schulting a retravaillé sur ces témoignages. Et en analysant la teneur en carbone et en azote des ossements de Teviek et Wedig, il a pu déterminer ce que les gens mangeaient sur chaque site. En fait, les deux groupes se nourrissaient principalement des produits de la mer. Mais bizarrement, il y avait de subtiles différences dans leur régime alimentaire. Bien que voisins, ils ne mangeaient pas la même chose. Le fait que l'on trouve des différences entre ces deux sites tend à prouver qu'il s'agissait de deux communautés distinctes. Le premier groupe était adapté à son propre environnement, le deuxième groupe à son environnement à lui. Et d'une certaine façon, cette séparation était maintenue. Ils entretenaient sans doute des relations amicales et devaient parler le même langage, mais en même temps, ils étaient distincts. Ici, sur la côte nord-ouest de l'Europe mésolithique, les populations se construisent une nouvelle identité. Fini la vie errante des chasseurs-cueilleurs désunis. À présent, ils semblent fixés dans le paysage et vivent en clans organisés. Retour à Avnø, au Danemark, où les chercheurs ont eux aussi trouvé des ossements humains dans les tas d'ordures. Mais ici, au lieu d'être dans des tombes superficielles, ils sont éparpillés sur le sommet du site. Søren Andersen pense que les gens qui vivaient là utilisaient les tas d'ordures comme marqueurs de territoire. Ces grands amas de coquilles blanches devaient être très impressionnants dans le paysage. En laissant les morts au sommet du tas d'ordures, le clan envoyait un message à tous ceux qui se trouvaient sur la côte. Attention, ici, c'est chez nous. Ils couchaient leurs ancêtres sur des sortes de lits en bois, puis ils déposaient le corps du défunt sur une plateforme et ils le laissaient là. C'est ainsi que procèdent les populations décidées à rester là où elles se sont installées. Elles se servent des ossements de leurs pères et de leurs aïeux pour revendiquer un droit territorial. Pour celui qui voudrait s'aventurer au-delà de cette plateforme, le message est clair. Ici repose un ancêtre d'une autre tribu. Vous ne pouvez pas passer. C'est interdit. Une terre à laquelle vous donnez une valeur devient, en quelque sorte, votre terre. Par conséquent, les gens qui ne sont pas de votre terre, vous les considérez comme différents. Différents d'un point de vue social. Ils peuvent donc être vus comme une menace, voire comme un ennemi. Mais les mises en garde ne sont pas toujours respectées. Au Mésolithique, vivre sur la côte n'est pas sans danger. Sur la côte nord-ouest de l'Europe, les populations s'établissent petit à petit en clans et commencent à apprécier les bienfaits de la vie sédentaire. Grâce à ce nouveau mode de vie, les communautés s'agrandissent, les gens travaillent de manière plus efficace et produisent plus de nourriture. Mais tout cela a un prix. Jamais auparavant, elles n'ont été autant liées à un lieu.
elles sont dépendantes de l'accès à de bons sites de pêche. Et on a de bonnes raisons de penser qu'elles sont bien décidées à défendre cet accès si nécessaire. Sur la petite île française de Téviec, il y a un cimetière mésolithique. Et dans ce cimetière, les archéologues ont découvert des centaines d'ossements humains qui leur ont permis de comprendre comment les gens vivaient et mouraient à cette époque. Un des os les plus intéressants de Téviec, c'est cette vertèbre, avec une pointe de flèche fichée dedans. Une telle blessure a dû provoquer une importante hémorragie et entraîner une mort rapide. Cette flèche a vraisemblablement pénétré par l'avant. Elle a transpercé tous les organes et s'est enfoncée dans la colonne vertébrale. Et puis cet individu a reçu une deuxième flèche. Et le fait qu'il y ait deux projectiles suggère, c'est une preuve assez mince certes, mais on peut en déduire qu'il devait y avoir sur le terrain plus de 2 personnes réglant un différend. D'où cette idée qu'il s'agit d'un conflit entre 2 groupes. Il peut y avoir de mauvaises années, quand le poisson se fait plus rare par exemple, ou à cause d'empoisonnement par les coquillages. Ou si d'autres groupes viennent frapper à la porte parce qu'ils ont connu des temps difficiles là où ils vivaient. Parfois les gens arrivent à se sortir de ces mauvaises passes. Et parfois ça casse. Si vous êtes près d'une bonne zone de pêche, il y aura forcément des gens qui voudront aussi y avoir accès. Et de cette compétition vont naître des bagarres. Et donc le risque de recevoir un coup de massue ou de hache sur la tête ou une flèche en plein cœur. À en juger d'après les restes humains, ce genre de conflit devait se produire souvent sur la côte. Beaucoup de crânes présentent des plaies profondes sur le front. À peu près la moitié de la population des hommes adultes ont été blessés en se battant avec d'autres hommes. Et je suppose qu'ils se disputaient le droit d'accès aux meilleurs endroits de pêche. Ce n'était pas vraiment le paradis sur Terre. C'était une société assez complexe. Ils avaient de la nourriture à profusion, ils étaient relativement civilisés, mais ils étaient aussi assez violents. Toute violence n'était cependant pas mortelle. Un grand nombre de crânes ayant reçu des coups de gourdin ou de hache montrent des signes de cicatrisation. Comment interpréter cela? Est-ce le résultat de massacres bâclés ou bien autre chose? Quelle qu'ait été la raison pour laquelle ces gens se battaient, ce n'était pas obligatoirement un combat à mort. Quand vous frappiez quelqu'un avec une telle force que le coup allait lui enfoncer une partie du crâne, il y avait de fortes chances pour qu'il se retrouve immobilisé ou KO, ou commotionné. Donc à ce moment-là, si vous vouliez le tuer, vous aviez tout loisir de le faire. Mais si l'on a retrouvé autant de crânes avec des blessures cicatrisées, c'est que les combattants ne devaient pas chercher à se tuer. Alors, quel était le but? On peut peut-être trouver un semblant de réponse en Amazonie, où dans les années 1960, des anthropologues ont commencé à s'intéresser aux Indiens Yanomami. Ils ont observé de jeunes gens qui se livraient à des duels ritualisés assez violents.
Or, c'était une façon de résoudre les conflits entre tribus sans aller jusqu'à la guerre. Les Yanomani sont un exemple typique de ces peuples qui règlent les différends qui peuvent survenir entre eux à certains moments en s'opposant dans des combats. Le but recherché n'est pas de tuer l'adversaire, mais de le neutraliser. Et c'est une façon de résoudre le conflit. Ces pratiques pourraient éventuellement nous fournir une indication sur ce fort pourcentage de traumatisme crânien que l'on retrouve dans certaines parties du Mésolithique. De tels crânes seraient alors un signe de progrès, de clans réprimant l'envie de s'entretuer. L'ordre public à la mode mésolithique. Mais durant toute cette période, il y a un ennemi qui échappe au contrôle de l'homme. La montée des eaux, qui a rendu possible le mode de vie côtier, poursuit inexorablement sa progression. Et les zones basses disparaissent peu à peu sous les vagues. Les histoires sur les grandes inondations de l'ancien temps sont souvent considérées comme des légendes. Mais elles partent toutes de l'idée qu'à un certain moment, dans le lointain passé, un terrible déluge s'est abattu sur le monde. Il existe un nombre incroyable de mythes qui font référence à des cultures ou des sociétés englouties sous les flots. Et il semble que ce soit universel. Ce jour-là jaillirent toutes les sources du grand abîme et les écluses du ciel s'ouvrirent. La crue des eaux sur la terre dura 150 jours. Il n'y a pas que le déluge de Noé. On trouve des mythes similaires en Scandinavie ou bien en Asie du Sud-Est. Des régions qui ont perdu des terres à peu près à cette époque. Certains climatologues, comme Mark Meslin, pensent qu'il y a effectivement eu une inondation mondiale et qu'en Europe du Nord, elle a dévasté le Doggerland. Les populations du Mésolithique vivent depuis plusieurs générations sur cette basse plaine. Mais à présent, un terrible danger venu de l'autre bout du monde menace leur existence. À plus de 5000 km de là, en Amérique du Nord, se trouve une véritable bombe à retardement. La couverture de glace nord-américaine fond lentement depuis des milliers d'années. Mais cette eau glaciaire est retenue prisonnière. Tandis que les glaciers reculent, la route des eaux dans l'océan Atlantique est bloquée dans la baie d'Hudson par un énorme bouchon de glace. Ne pouvant aller nulle part, l'eau se concentre dans un lac, baptisé lac Agassiz. Ce lac est absolument gigantesque, à peu près de la taille de tous les grands lacs que nous avons aujourd'hui en Amérique du Nord, mis bout à bout. Et la profondeur de ce lac ne cesse d'augmenter, à cause de cet énorme bouchon de glace qui empêche l'eau de s'échapper. Le niveau du lac continue de s'élever jusqu'à ce que, il y a 8500 ans, l'inévitable se produise. Tout à coup, le bouchon de glace a sauté. D'une part parce qu'il fondait, et d'autre part parce qu'il a été écrasé par le poids de l'eau retenue dans le lac Agassiz. Imaginez, des milliards de tonnes d'eau se déversant dans l'océan Atlantique. Cela représente à peu près 20 fois le volume d'eau des chutes du Niagara. Ce devait être sacrément impressionnant à voir.
L'impact de cette brutale poussée des eaux se ressent jusqu'en Europe. Le niveau de la mer du Nord s'élève d'1 mètre en 10 ans. Une progression 100 fois plus rapide qu'actuellement. Les populations du Doggerland, qui étaient soumises à une montée des eaux très lente et progressive, ont vu soudain le niveau de la mer monter de plus en plus vite. À tel point qu'en l'espace d'une génération, une grande superficie de terre a disparu sous les eaux. Le Doggerland et ses habitants sont condamnés. Le Doggerland étant une basse plaine très étendue, la moindre élévation du niveau de la mer peut avoir de graves conséquences. 5 ou 10 cm de plus, et ce sont des kilomètres de terre qui sont touchés. Le changement est inévitable. Les populations du Doggerland ne peuvent rien contre ce qui est en train de se passer. Les petites collines vont devenir des îles, les îles vont devenir des bancs de sable, et pour finir, les bancs de sable vont être engloutis par la mer. Ils disparaîtront à jamais de la vue, et on en perdra même le souvenir. Les gens ne peuvent pas rester sans rien faire. La mer ne s'arrêtera pas pour eux. Ils vont donc être obligés de bouger. Le nord-ouest de l'Europe devient une terre de réfugiés. Et il n'y a rien de légendaire dans cette inondation. Les populations sont amenées à prendre des décisions cruciales. Leur terre étant menacée, elles peuvent se replier vers la Grande-Bretagne ou le continent européen. Mais où qu'elles aillent, elles risquent de se heurter à d'autres clans qui ont déjà affirmé leurs droits sur la terre. Elles peuvent aussi décider de s'établir sur une des dernières îles qui restent dans la mer du Nord. Mais tôt ou tard, ces îles disparaîtront à leur tour. Et quand la fin viendra, elle surgira avec une violence inouïe. Les Shetland constituent l'archipel le plus septentrional des îles britanniques. Entourées de tous côtés par la mer du Nord, ces îles ont un relief peu marqué en altitude, tout comme le Doggerland au Mésolithique. C'est ici que la géologue Sue Dawson a fait une découverte susceptible d'expliquer le destin final du Doggerland. Façonnée par un torrent, cette ravine contient de la tourbe qui s'est déposée là depuis des millénaires. Et prise en sandwich dans cette tourbe, on trouve une couche de sable en provenance de la mer. Et à l'intérieur de ce sable, des fragments d'arbres et de roches. Autant de choses que l'on ne s'attend pas à trouver dans une crique d'eau douce. À certains endroits, on tombe sur de gros rochers pris dans le sédiment. Ici, par exemple, on en a un de taille relativement importante à l'intérieur de la couche de sable. Et il y a aussi du gravier. On a donc affaire à un mélange très chaotique. Il faut énormément d'énergie, une force immense pour déplacer ce genre de choses. Et c'est ce qui nous permet de dire que seul un événement exceptionnel peut avoir engendré cela. La seule chose qui puisse avoir provoqué un tel soulèvement, c'est un tsunami. Revenons 8200 ans en arrière. À cette époque, le Doggerland est déjà en grande partie immergé, mais il y a de petites îles dans la mer du Nord qui sont encore habitables.
Soudain, un tremblement de terre a lieu au large des côtes norvégiennes. Et une immense zone de la plaque continentale s'effondre. C'est le plus important glissement de terrain qui se soit jamais produit sous la mer. Il déclenche toute une série de vagues de tsunamis, progressant à la vitesse d'un avion. Les gens qui vivent sur la côte n'ont pas conscience de ce qui se passe au large. Pour eux, c'est un jour comme un autre. Le tsunami frappe la Norvège, puis les Shetland, puis le territoire écossais. Et il continue d'avancer dans la mer du Nord. Le signe avant-coureur d'un tsunami est trompeur. L'eau commence par se retirer avant que la vague n'arrive, laissant le fond de la mer à découvert. Mais pendant tout ce temps, la vague dévastatrice s'approche. Quand vous voyez l'eau arriver sur vous, vous avez le réflexe de courir vous réfugier à l'intérieur des terres. Mais c'est déjà trop tard. Vous ne pouvez pas rivaliser avec une vague de tsunami. Elle se déplace bien trop vite. Le tsunami de la mer du Nord était d'une force comparable à celui généré en 2004 par un violent séisme dans l'océan Indien et qui a tué 250 000 personnes. Les tsunamis sont terriblement destructeurs. Quand les vagues déferlent sur la côte, elles arrachent les arbres et tout ce qui n'est pas solidement ancré dans le sol. C'est l'eau et les matériaux contenus dans l'eau qui frappent et démolissent tout sur leur passage. Le tsunami en Indonésie était doté d'une telle force destructrice qu'il a changé la géographie des pays qu'il a touchés. La capacité érosive des vagues de tsunami est si grande que les côtes changent complètement de forme. Non seulement elle décharge des matériaux, mais lorsque la mer se retire, elle commence à ronger et aspirer le sédiment qui était à cet endroit. Et c'est ce qui a dû se passer au Doggerland. Si les gens y étaient revenus, en admettant qu'ils aient survécu, ils ne l'auraient pas reconnu. Une bonne partie du Doggerland devait avoir été retournée par le tsunami et redéposée ailleurs. Il ne devait pas rester grand-chose du Doggerland. Le tsunami marque la fin du Doggerland. Les derniers vestiges disparaissent et la Grande-Bretagne devient une île, séparée depuis ce moment-là du reste de l'Europe. Mais les populations continuent de vivre sur les rives de la mer du Nord. Le mode de vie côtier est trop bien établi pour être balayé par une vague. Il faudra une force beaucoup plus puissante encore pour en venir à bout. Il y a de cela 7000 ans, l'Europe était secouée par une nouvelle vague. Une vague de progrès. Les menhirs de Karnak constituent l'une des merveilles du monde préhistorique. Ces pierres levées, qui datent de 2000 ans avant Stonehenge, font partie des plus anciens vestiges d'Europe.
Quand on visite ces alignements, on ne peut être qu'impressionné par l'importance d'un tel ouvrage qui s'étend sur des kilomètres et qui implique le débitage de milliers de tonnes de granit. Personne ne sait comment ces pierres ont été amenées là, ni pourquoi elles ont été disposées en longues lignes droites. Mais pour l'archéologue Grégor Marchand, une chose au moins est sûre. Ces alignements de menhirs ne sont pas l'œuvre d'un quelconque groupe de chasseurs-cueilleurs. Nous sommes littéralement dans un projet architectural global qui implique des centaines de milliers d'heures de travail, qui implique des plans, qui implique une idéologie commune, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'organisation sociale des chasseurs-cueilleurs, qui est forcément une organisation sociale bâtie sur des sociétés agro-pastorales. L'agriculture apparaît en tant que mode de vie au Moyen-Orient. Elle gagne l'Europe, puis se répand sur le continent et atteint les côtes du Nord-Ouest il y a environ 7000 ans. Les fermiers apportent avec eux de nouvelles denrées alimentaires, de nouveaux outils, de nouvelles façons de travailler. Les menhirs de Karnak témoignent de leur sophistication. Mais qu'advient-il des chasseurs-cueilleurs déjà installés en Europe? Même si le Doggerland a disparu, il y a encore des communautés de pêcheurs sur la côte de la mer du Nord. Mais elles semblent incapables de résister à la progression de l'agriculture. Pendant des dizaines de milliers d'années, les chasseurs-cueilleurs nomades ont développé des systèmes très complexes de chasse, de cueillette, d'adaptation à l'environnement. Et que soudain, brutalement, ce système va basculer dans un système agro-pastoral extrêmement complexe. Cette espèce de basculement de civilisation, il est immense et il est vraiment unique à l'échelle de l'histoire de l'humanité. On ne sait pas très bien si les populations côtières de l'Europe mésolithique ont été décimées par les guerres, la famine ou les maladies. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles ont disparu, balayées par la révolution agricole. C'est ce que l'on observe en France sur la côte atlantique. Mais vu de la côte baltique du Danemark, les choses ne se présentent pas du tout de la même façon. Ici, chasseurs-cueilleurs et fermiers font bon ménage. Les communautés côtières de Scandinavie, qui vivent de la pêche, semblent trop bien établies pour être menacées par l'avancée de l'agriculture. L'archéologue Anders Fischer pense que le passage à un système agro-pastoral s'est fait en douceur. Alors que nous avons peu de témoignages de conflits entre les deux parties, il y a de bonnes raisons de croire qu'elles se sont mutuellement influencées sans avoir recours à la force. Quand les pêcheurs qui vivent près de la Baltique entrent en contact avec les fermiers venus d'Europe, ils commencent à faire des échanges. Voici une hache très spéciale, façonnée à partir d'une pierre qui n'est pas connue dans le nord de l'Europe. Maintenant, elle est érodée, mais à l'époque, elle avait un beau reflet vert. Elle brillait presque comme du verre, et c'était très prestigieux d'en posséder une. C'est donc une chose précieuse dont on peut se servir et qu'on exhibe à l'occasion pour montrer qu'on est quelqu'un d'important dans la société. Ces haches sont les objets les plus élaborés de l'âge de pierre. Et tandis qu'elles passent de main en main au fil des générations, des fermiers aux pêcheurs, de nouvelles idées font leur apparition. Ce commerce a probablement changé les sociétés basées sur la pêche, en faisant prendre conscience aux gens qu'il existait d'autres modes de vie. Qu'ils n'étaient pas obligés de manger du poisson tous les jours, pendant toute leur vie. Qu'ils pouvaient aussi manger du fromage, du pain et boire de la bière.
Je pense que c'est comme cela que l'agriculture a été apportée en Scandinavie. Séduits par le goût des nouvelles nourritures, les chasseurs-cueilleurs commencent à copier les fermiers. Ils consacrent moins de temps à la pêche et comptent de plus en plus sur les cultures pour satisfaire leurs besoins. L'agriculture permet de nourrir un plus grand nombre de gens. Elle permet d'accroître la population de la communauté, donc d'élargir le groupe. Et à partir de là, il n'y a pas de retour en arrière possible. Les pierres de Karnak laissent penser qu'il y a eu une cassure nette et brutale entre les pêcheurs du Mésolithique et les fermiers du Néolithique. Mais en Europe, c'est peut-être plus une exception que la règle. Il n'est pas impossible que les deux populations se soient mêlées. Un mode de vie prend fin. Pendant 4000 ans, la culture de la pêche sur les côtes de l'Europe a été aussi sophistiquée que n'importe quelle autre culture de l'âge de pierre. Et à présent, elle s'éteint. Mais les populations qui ont élaboré cette culture ne sont peut-être pas mortes. Elles ont peut-être simplement évolué, passant de la pêche à l'agriculture, et ont continué de vivre en Europe. L'ancien mode de vie n'a pas été totalement oublié. Le week-end est fini et les chalutiers hollandais retournent en mer du Nord. Leurs filets, conçus pour racler le poisson sur les fonds marins, ramassent aussi des ossements et des artefacts datant de l'âge de pierre. Des débris abandonnés par les populations qui vivaient sur le Doggerland au Mésolithique. Mais ces artefacts ne sont pas uniformément répartis dans la mer du Nord. La plupart proviennent d'une région basse, baptisée Brown Banks. Il semble très probable qu'il y ait eu un site mésolithique dans cette région. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est la découverte de haches néolithiques. Ces haches du nouvel âge de pierre ont été fabriquées au moins 1 millier d'années après le départ des populations du Doggerland. Et cependant, elles ont été trouvées sur le même site que les vestiges mésolithiques, où des populations vivaient des siècles auparavant. On en a récupéré plusieurs dans les Brown Banks. Et on suppose qu'elles ne sont pas tombées d'un bateau par accident. Il se peut très bien qu'elles aient été délibérément mises là. Certains archéologues pensent que ces haches étaient utilisées pour marquer l'emplacement d'anciennes colonies, qu'elles étaient placées dans la mer lors d'un rituel de mémoire. Il semble que les communautés futures en gardent un souvenir. Elles attestaient de l'importance du Doggerland et des peuples qui y avaient vécu. C'est l'endroit où leurs ancêtres ont vécu, où des esprits ont pu séjourner. Autrement dit, leur terre originelle. Il ne fait aucun doute que même à l'époque, le Doggerland revêtait une grande importance.
La véritable histoire du Doggerland, telle qu'elle nous est révélée, oblige à réécrire un important chapitre de l'histoire de l'humanité. Autrefois, on voyait le Mésolithique comme une période sombre de la préhistoire, peuplée de chasseurs-cueilleurs simples d'esprit. Mais il apparaît aujourd'hui que ces hommes étaient beaucoup plus ingénieux et créatifs qu'on ne l'avait imaginé. Ils ont en fait été les pionniers d'un nouveau mode de vie côtier. Malgré l'élévation du niveau des mers, ils se sont fixés et enracinés quelque part. Et on s'est souvenu d'eux longtemps après qu'ils aient disparu. À présent, le Doggerland et ses habitants ne sont plus qu'un lointain souvenir. Mais 8000 ans plus tard, des millions d'entre nous font encore les mêmes choix, s'établissant pour les mêmes raisons près des côtes. Au Mésolithique, les gens se sont fixés sur les côtes du Doggerland pour avoir accès aux ressources de la mer. Ils pêchaient et communiquaient avec d'autres groupes de la région. Et c'est là la clé de voûte de toute société humaine. Parmi les plus grandes villes du monde, que ce soit Londres, New York, Shanghai, Tokyo ou Hong Kong, elles sont toutes près des côtes. Parce que c'est dans les ports que les échanges se font. Donc nous fonctionnons sur le même schéma que le Doggerland, mais à plus grande échelle. Et comme à l'époque du Doggerland, les populations actuelles sont menacées par les changements climatiques. Autrefois, la Tamise était une petite rivière qui coulait au milieu du Doggerland. Aujourd'hui, c'est un grand fleuve sensible à la marée, qui a besoin d'une barrière pour se protéger de la mer du Nord. L'éventualité d'une grande inondation à Londres se précise, d'autant plus que le niveau des mers continue de monter. Partout dans le monde, c'est la même chose. Un quart de la population humaine vit à moins de 80 km de la mer. Or, si le niveau des mers océaniques s'élevait ne serait-ce que d'1 mètre, 20% du Bangladesh disparaîtrait. Et aux États-Unis, cela ferait des ravages sur la côte Est. Miami serait submergée et la Nouvelle-Orléans de nouveau inondée. Mais les populations de l'Europe de l'âge de pierre ont affronté de tels changements climatiques. Et elles ont finalement réussi à s'adapter, migrer et survivre. Que nous enseigne l'histoire du Doggerland, que les changements climatiques ont toujours influencé les sociétés humaines. Mais aujourd'hui, nous avons des outils pour observer ces changements. Et nous avons donc les moyens de nous y adapter avant d'en subir les conséquences catastrophiques. Sommes-nous vraiment décidés à tirer les leçons de notre passé préhistorique? Toute la question est là. Ce qui est sûr, c'est que les enjeux sont énormes. Si le niveau des mers continue de monter, nos colonies risquent de subir le même sort que les leurs, c'est-à-dire d'être englouties sous les eaux.